Lady vous écoute, vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer de parler du couple. Pas une symbolique, c'est une pratique, c'est une réalité pour beaucoup d'entre vous. C'est un projet de vie pour beaucoup d'entre vous aussi. On est tout seul, mais on peut devenir un couple. Et c'est de cela que je voudrais que nous nous entretenions avec nos deux invités du jour. Alors, avec une précision, un regard croisé sur le couple, un regard, on va dire, intergénérationnel. Entre deux générations, on peut constater que peut-être que les choses ont changé, peut-être que la perception de ce que est le couple, de ce que doit être le couple, de ce que peut être le couple, a changé selon qu'on est un homme ou une femme d'ailleurs. Je voudrais vous rappeler que nous sommes en direct et nous souhaitons avoir vos appels au 01 45 55 76 87 pour verser dans la discussion puisque vous êtes tous éligibles à cela. Je reçois donc deux personnes aujourd'hui. Madame Lydie Goumba, bonjour Lydie. Bonjour Lydie. Vous êtes agent de tourisme, vous êtes maman, vous avez deux enfants. Merci vraiment d'avoir accepté de venir participer à nos discussions. Que serions-nous sans vous, intervenante d'un jour? Et avec nous sur le plateau, Hayata Traoré. Bonjour Hayata. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes étudiante en lettres modernes et vous avez accepté vous aussi de parler du couple, bien que vous ne soyez pas encore en couple, que vous ne soyez pas encore parents. Et c'est toujours assez intéressant de savoir comment est-ce qu'on se projette vers l'avenir. D'ailleurs, je vous donne la parole. Pour vous, le couple auquel vous pensez, en général, sans forcément parler de vous, comment percevez-vous les choses? Je pense qu'il faut d'ailleurs d'abord une bonne base en fait, Oui. avant de s'engager. Un engagement, c'est pas à la légère. On s'engage avec quelqu'un, donc on doit faire un partage. On n'est pas individuel dans cette chose-là. On a tendance à croire que être en couple, c'est forcément par amour ou une chose qui est futile, mais c'est pas du tout ça. Il faut qu'on ait les mêmes convictions, il faut qu'on aille dans la même direction. On ne peut pas se permettre de s'engager comme ça avec une personne par amour, parce qu'il nous plaît ou autre chose comme ça. Alors, vous nous dites l'amour seul ne suffit pas. Que faut-il prendre en compte en plus, d'après vous? Moi, personnellement, bien sûr, je dirais, par exemple, la religion. Oui. Est-ce que avec la personne avec laquelle vous vous engagez, elle préfère avoir une carrière ou elle préfère s'occuper des enfants? Tout ça, il faut prendre en compte, en fait. Vous êtes étudiante à la Sorbonne, qui plus est, ça n'est pas des moindres. Vous avez certainement prévu de travailler. Oui, exactement. Et si jamais donc vous rencontriez ce prince charmant qui, au regard de ce que vous décrivez là, vous dit « T'es bien gentille, ma petite chérie, mais je ne pensais pas que la femme de ma vie devrait travailler ». Non, en fait, on en parle avant, en fait. Voilà, on doit en parler avant de s'engager. Si je vois que la personne avec laquelle je voudrais faire mon avenir, elle ne conçoit pas que je travaille ou autre chose, et que moi, j'avais l'intention de travailler, ben, j'essaie de voir ailleurs, quoi. Je remets de côté, en fait, bah oui, puisqu'on ne s'entend pas. Il veut que je ne travaille pas et moi j'ai l'intention de travailler. On ne peut pas s'entendre, c'est déjà un conflit direct. Ouais. Et je ne peux pas fermer les yeux, on verra plus tard. Non, on en parle avant de s'engager. Très bien. Vous avez donc, vous, Lydie Goumba, l'expérience du couple. Quand vous entendez Hayata nous présenter cela, est-ce que pour vous c'est utopique? Est-ce que c'est une réalité qu'il faut nuancer? Comment ressentez-vous les choses? Pour moi, c'est une réalité. Ouais. Oui. C'est une réalité parce que c'est vrai, un engagement, il faut qu'il y ait une base. Déjà, avant de s'engager, l'amour, c'est bien beau, mais bon. Et surtout, le problème d'éducation. L'éducation est très importante. L'éducation, donc, des deux parties? Des deux parties. D'accord. L'éducation joue un rôle très important dans un couple, parce que quand on n'a pas la même éducation ou on n'a pas la même vision des choses, c'est très difficile. Mais cela, on le découvre quelque part à son détriment, parce que quand on se rencontre, Exactement. On espère que tout est possible. On espère que là où il y a des lacunes, on pourra combler ces lacunes. Oui. Mais on constate que, ma foi, non. On ne peut pas revenir sur l'éducation des gens. On essaie de faire... C'est très difficile. Arriver à un certain âge, refaire une éducation, c'est difficile. À votre avis, à quoi cela est-il dû? Est-ce que les hommes et les femmes, une fois qu'ils sont en couple, se disent « j'ai été élevé de telle manière, il n'est pas question que je change, il n'est pas question que je remette en question mon patrimoine, mon éducation ». C'est une question d'ego? C'est une question d'ego. Une question d'ego. Souvent, déjà, les hommes pour eux, la femme, elle doit rester au foyer, elle doit s'occuper des enfants. Il y a des choses que certains hommes ne veulent pas faire, alors que quand, par exemple, on est en France, par exemple, en Europe,
les choses sont partagées. La femme fait tout toute seule. Il faut quand même que l'homme participe un petit peu, l'aide un peu. Sinon, avec les enfants, après, elle est vite débordée si elle travaille. Et si elle ne finit jamais de travailler, elle travaille à son travail, elle rentre à la maison, il y a les enfants, il y a le ménage. Et si par-dessus le marché, le mari ne l'aide pas, parce que le mari a eu une éducation, par exemple, en Afrique, c'est la maman qui a toujours tout fait. Oui. Il ne peut pas comprendre qu'arrivé ici, lui, il doit aider sa femme à faire les tâches ménagères ou à s'occuper des enfants. En rappelant que ce n'est pas qu'une discussion de bonnes femmes, messieurs qui nous regardez, votre avis est le bienvenu au cœur de cet échange. Alors vous dites là que si le fiancé qui doit vous épouser, vous ne vous accordez pas sur ce que vous allez faire, comment vous allez fonctionner, il est possible d'envisager d'avoir un autre prince charmant que celui-là. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que tel qu'il est aujourd'hui, il ne sera peut-être pas ainsi demain. Il y a des choses que vous allez découvrir par la suite. À ce moment-là, comment faire? Oui, mais à ce moment-là, on est deux. Lui, c'est la même chose. Moi, il ne me connaît pas à la base. Enfin, il ne sait pas comment je peux évoluer non plus. Donc, on doit en parler. Je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec la personne avec qui on s'engage. Et je pense que de toutes les manières, quand on s'engage, on ne peut pas s'engager avec quelqu'un, je dirais, enfin... Comme maintenant on le fait en 2012, on rencontre quelqu'un, il nous plaît, donc on va rester 1 an avec la personne, on va voir comment elle est. Mais je me dis que c'est pas comme ça que ça devrait se passer en fait. Je me dis que l'amour, comment dire, il vient après le mariage. C'est pas avant en fait. Il faut se marier et après voir voilà, après si on s'aime ou si on s'aime pas. Voilà, parce qu'en fait, curieux. Bah oui, parce qu'en fait moi, ma conception, c'est lorsqu'on a déjà tout fait. On est avec la personne, ça fait 1 an, on fait absolument tout ensemble. L'homme, lui, il a ses désirs, donc il est tranquille. À partir du moment où la femme elle veut se marier, ou lui, il veut se marier, il s'engage et il découvre en fait toutes les contraintes que met un mariage en fait. Un mariage, on ne voit pas juste la beauté. Quand on est déjà engagé avant le mariage, on voit toutes les beautés, c'est bien beau et tout. Et lorsqu'on est engagé, ça y est, on est marié, ben maintenant on voit toutes les contraintes. Et c'est ça le problème en fait. Alors que quelqu'un qui se préserve, honnêtement, si on parle honnêtement, quelqu'un qui se préserve, l'homme il s'est préservé, la femme elle s'est préservée, lorsqu'ils se rencontrent, ils vont faire un effort dans ce couple. Pour la meilleure compréhension de tous, quand vous dites préserver, à quoi faites-vous allusion? Ben déjà que... comment dire? Sur la sexualité? Oui. Il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Et en marge de cela, alors? Pas de sortie, pas de, comment dire, je viens chez tes parents alors qu'on n'est pas engagé. Je ne vois pas l'utilité de faire ça, en fait. On sort ensemble avec les amis, tout le monde nous croit ensemble, alors que non. Aux yeux de Dieu, non, on n'est pas ensemble. Aux yeux des parents, on est ensemble comme ça, mais entre nous, il n'y a pas un lien légal, il n'y a pas un lien religieux entre nous. Donc, je ne vois pas l'utilité de faire ça. Et ensuite, prétendre qu'on veut se marier. Non, le mariage, à la base, si on regarde bien, c'est une partie inhérente de la religion. Il n'y a pas mariage, normalement, s'il n'y a pas religion. Même si on regarde dans l'Antiquité, je suis désolée, mais le mariage n'apparaît pas s'il n'y a pas religion. S'il y a un mariage, c'est qu'il y a une religion. Voilà. Je voudrais que vous réagissiez à cela. Alors, mademoiselle nous dit mariage hors religion, mariage sans religion, ça n'est pas la pensée, vous nous dites là, la pensée divine. Oui, je ne sais pas, je sais pas s'il faut obligatoirement qu'il y ait religion avant qu'il y ait mariage. Pour moi, plutôt, le mariage, c'est apprendre à se connaître. Ouais. On peut être ensemble, on peut vivre ensemble, se voir, se fréquenter pendant 1 an, 2 ans, apprendre à se connaître et après se marier. Oui, mais après, le mariage, alors, il sert à quoi? Le mariage, généralement, c'est quoi? C'est pour sceller une union. C'est légaliser une union. Voilà. Mais si on se fréquente avant le mariage, il n'y a plus lieu d'avoir un mariage. On est déjà marié avant que de l'être, vous voulez dire? Voilà, on est marié avant de l'être. Là, vous faites plutôt allusion à la sexualité, alors? Pas seulement, franchement. Parce que pour se marier, il faut que les parents se connaissent déjà. Il faut se connaître au moins, que les parents se rencontrent. Moi, je sais que chez nous, en tout cas, en Centrafrique, par exemple, les parents se connaissent d'abord, font connaissance.
On vous laisse un petit peu le temps, vous aussi, les jeunes fiancés, de vous connaître. Quand on voit que tout se passe bien, là, maintenant, on programme le mariage. D'accord. Et sans pour autant qu'il y ait... Bon, il y a juste connaissance. Il peut ne pas avoir aussi... de rapport ou... Oui, je suis tout à fait Alors, d'accord. vous avez dit tout à l'heure, il faut être de la même religion. Indépendamment de la religion, à votre avis, y a-t-il un autre aspect qui nécessite, où on doit avoir les mêmes références? Parce que quand vous avez dit, oui, il faut qu'on soit de la même religion, est-ce qu'il faut être de la même culture? Est-ce qu'il faut être de la même tranche d'âge? Est-ce qu'il faut être... On peut décliner ça à l'infini. Quel est votre avis là-dessus? Je parlais par exemple de la tranche d'âge. Oui. Il y en a qui vont se marier avec quelqu'un qui a 25 ans de plus que... Ben, il n'y a pas de souci. En fait, ça dépend vraiment de la maturité de la personne. Moi, je vois aujourd'hui, il y a des personnes, par exemple, qui ont 29 ans, 25 ans. On leur demande de s'engager. Ils sont là, non, je suis pas prêt, tu sais, c'est pas encore pour présenter à mes parents. Bon, à un moment donné, on se dit d'accord. Mais alors, vous allez voir des autres personnes, ils ont 20 ans. Eux sont prêts à s'engager. Oui, là, je suis prêt. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préservés. Ils vont voir le confort du mariage, de l'engagement. C'est un confort pour eux, puisqu'ils se sont préservés. Donc maintenant, s'il y a un problème dans le couple, là, je vais m'engager. Ils vont tout faire, mais absolument tout faire pour pas que ça coule ou ça amène un divorce ou à une séparation. Parce qu'ils sont au courant que là, je me suis engagée, c'est pour toujours. Je veux pas détruire ce lien. Alors que quand on a vu ailleurs et qu'on a vu à droite, à gauche, il y a un moment où on peut comparer. Je suis avec elle, d'accord, ça se passe bien. Il y a un truc qui ne me plaît pas, ça y est, je peux m'en séparer. Ben, je vais voir ailleurs, j'ai toujours fait ça, il n'y a pas de problème. Alors que quand il y a un mariage et qu'on n'a jamais vu ailleurs, ben, je suis désolée, on va tout faire pour faire un effort pour qu'on puisse avancer ensemble. Est-ce que c'est parce qu'on fait des efforts que les choses marchent bien quand même? Oui, quand même, bah oui. Franchement... comment dire, on a tous des défauts. Quand on s'engage avec quelqu'un, il faut l'apprendre avec ses défauts. Et ça, on ne peut pas se leurrer, c'est comme ça et pas autrement. Nous allons prendre la parole d'un monsieur. Vous êtes notre premier téléspectateur au cœur de cette discussion sur le couple vu d'une génération à une autre. Nous vous écoutons, monsieur. Bonjour. Bonjour, Lily. Je voulais juste réagir, je veux juste dire que le mariage, d'abord, le mariage, ce n'est qu'un... C'est juste un acte. Bon, on a des personnes qui s'aiment, voilà, ils vont juste concrétiser ça à la mairie, ou bien de façon ou bien mariage coutumier. Je pense qu'on ne peut pas se marier sans qu'on aime la personne. Ou on sort avec la personne parce qu'elle vous plaît. Le fait que c'est avec elle vous fréquentez, c'est à partir de là que tu vois que si cette femme elle peut vivre avec toi ou n'est pas vivre avec toi. Mais dire que on doit se marier, non. On s'aime d'abord, on apprécie quelqu'un, on aime la personne, parce que sans l'amour, on ne peut pas épouser une femme. C'est pas possible. Et pour revenir sur le problème des tâches à la maison, si on est marié, on vit ensemble, mais dès qu'on aime une femme, forcément, on va l'aider à faire des tâches ménagères. Aujourd'hui, on vit en France. La plupart des hommes en France, moi je prends des amis, aident la femme à faire le travail de ménage à la maison. Donc, dire que les hommes ne le font pas, c'est un débat qui est dépassé. Tous les hommes maintenant en France le savent. Monsieur, madame travaillent. Donc, quand la femme fait la cuisine, le monsieur, soit il s'occupe des enfants, ou il dépose les enfants à l'école, ou voilà. Les tâches en France sont partagées. Aujourd'hui, c'est partagé. On n'est pas en Afrique, mais aujourd'hui en France, moi je le fais, on le partage. Merci monsieur pour votre appel. Je voudrais que vous réagissiez à ce qu'il nous dit. D'abord, on doit se connaître avant de se marier, en précisant que se connaître ne veut pas dire nécessairement jusqu'à la sexualité, mais avoir un minimum d'échange, savoir l'individu vers lequel on va, avec lequel on veut faire sa vie, d'une part. Et il dit quelque chose d'important, c'est parce qu'on aime sa compagne qu'on va se sentir tenu, de toute façon, de mettre la main à la pâte. Effectivement. Il a très bien parlé, mais malheureusement, ce n'est pas tous les hommes qui ont cette conception. C'est dommage. Et à quoi cela est-il dû, à votre avis? Moi, je pense que leur ego, moi, je crois plutôt. Ce n'est pas par manque d'amour, je ne crois pas, mais je crois que c'est plutôt l'homme macho, non. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on dit que ce sont les femmes qui éduquent les hommes. Donc, si certains hommes... Certains garçons devenus hommes fonctionnent de telle ou telle manière, c'est peut-être de la faute des femmes, nous dit-on souvent? On éduque, ben oui, on fait des efforts. Comme on dit, un mariage, il y a beaucoup de concessions à faire. On fait beaucoup d'efforts, on essaie de fermer les yeux sur certaines choses, on parle. Arrivé à un moment, quand on n'en peut plus, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on?
on divorce. Lorsque vous entendez la conception de Hayata avec nous sur le plateau, vous avez 21 ans, 22 ans 21 ans. Est-ce que vous seriez porté à dire ah, si jeunesse savait? Ouais. C'est ça qui est dommage. Mais comment il arrive le divorce? C'est dû à quoi? Franchement, aux infidélités? Non, non. Moi, c'est ce que je croyais au début, mais non. Non. Incompatibilité d'humeur, mésentente, comme par exemple l'homme qui ne veut pas aider à la maison. Ben, arrivé à un moment, la femme n'en peut plus. Elle est obligée de... Mais ça, on le sait dès le départ, non? Mais comment le sait-on? On ne le sait pas. Malheureusement, non. On demande à la famille, enfin, on voit son comportement dans la famille. Mais vous savez bien que les individus changent, personne n'est figé dans le temps. Tel on est aujourd'hui, tel on ne le sera pas nécessairement demain et dans les années qui viennent. C'est pour ça que, enfin, moi, je pense que si on prend quelqu'un de pieux, il sait qu'il doit aider la femme, il doit faire cet effort-là puisqu'il aime Dieu. Donc il doit faire tout en sorte pour que sa femme se plaise dans le mariage. Il ne peut pas faire non, je ne fais rien aujourd'hui. Non, ça ne peut pas être possible puisqu'il veut plaire à Dieu, il veut plaire à sa femme. Donc dans tout ça, il va aider sa femme, même s'il l'aime, il ne l'aime pas. Enfin, à un moment donné, s'il aime Dieu, franchement, il va tout faire pour qu'elle soit bien. Il n'a pas envie de faire un effort, il fait un effort. Moi, par exemple, je suis un enfant par exemple, ma mère, il faut que je l'aide. Des fois, j'ai pas envie, mais je suis obligée. Pourquoi? Parce que je sais que c'est ma mère et que même si j'ai pas envie, ben c'est comme ça. Dieu nous l'a demandé comme ça. On doit aider les parents. Je dors à la maison, je fais tout à la maison. Ben pourquoi pas les aider? Ça me plaît pas, mais je le fais. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un effort. À un moment donné, c'est qu'il n'a pas la même conception que vous. Voilà. S'il était pieux comme vous, tout le monde mais qui il va faire est pieux, cet effort. c'est ça le problème. Voilà, mais aussi. normalement, on doit faire cet effort-là de trouver quelqu'un de alors, pieux. on va y aller à la quête de cette pureté dont elle nous parle tant. Vous n'êtes pas sans savoir, toute religion confondue, qu'il est des pratiquants de telle ou telle confession qui se disent pratiquants, mais pour autant, les gens ne sont pas au même niveau de pureté, pour reprendre votre expression. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Chacun est dans une quête évolutive dans sa croissance spirituelle. Et quand il n'y a pas encore cette maturité spirituelle, et d'ailleurs étant de façon définitive mature spirituellement, puisqu'on peut croître chaque jour qui passe. Donc, je voudrais vous entendre quand même là-dessus. Moi, je ne sais pas, mais pour moi, la religion n'a pas trop d'intérêt, n'a pas... Non. Ouais. C'est... La personne peut aller à l'église, croire en Dieu, tout faire, mais des fois, il va te dire, mais écoute, à l'époque, par exemple, de ton père, est-ce que tu le voyais aller à la cuisine, aider ta maman? Pourtant, il prie toujours, il respecte Dieu, mais non, c'est... Voilà, quoi, c'est de coutume, les coutumes... Donc, à votre avis, il y a ce conflit entre les coutumes et la religion. Exactement. Qui vont faire qu'à un moment, moi, il y a c'est plus les coutumes. La religion, bon, peut-être comme je ne suis pas musulmane, je ne connais pas trop... mais non, la religion ne joue pas... Vous êtes chrétienne? Oui. Et alors, que dit la foi chrétienne à ce sujet? Il faut aider son prochain, il faut, quand on est ensemble, effectivement... Mais en tant que dans son prochain, sa prochaine... oui, voilà, aider sa compagne quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire, et on est là. Mais ce n'est pas tous les hommes qui respectent ça, c'est ça le problème. Nous allons prendre les hommes se penchent plutôt du côté des coutumes. Plutôt que de la religion, Plutôt que de la religion. Nous allons écouter une dame. Vous êtes dans le Val d'Oise. Bonjour. Oui, bonjour Lady, c'est la mamie du Val d'Oise, comme je vais dire. Je suis en train de vous regarder là. Ce que la jeune fille dit, c'est la religion d'aujourd'hui, comme les musulmans, c'est la religion d'aujourd'hui. C'est dans ce milieu que les femmes se révoltent même plus. Il n'y a pas l'histoire de Dieu dans un couple. Moi, je vais sur 45 ans de mariage. Donc, je peux dire que c'est le mariage, comme on dit antique, c'est plus le mariage de maintenant. La jeunesse, premièrement, de maintenant a sa conception du mariage, entre moi qui suis déjà ancienne. 2, l'éducation de nos enfants est aussi là-dedans. Vous savez qu'en Afrique, un garçon n'entre pas à la cuisine, comme on disait à l'époque. Le garçon était au salon avec papa. Et la femme était dans les tâches du ménage. Et ce truc-là a rendu nos hommes machos. Moi, j'ai eu mes enfants ici. Tous vont à la cuisine. Tous, mais maintenant, c'est maintenant
les gens ne sont plus patients. Il n'y a plus humilité, il n'y a plus patience, il n'y a plus vrai amour où moi je peux dire que mon mari m'a fait ça une fois, deux fois, j'accepte. C'est pour ça que nous marchons ensemble jusqu'à présent. Le mariage n'est pas une natte où on se couche du matin au soir sans avoir un bobo. Il y a de haut et de bas. C'est les hommes qui font ce couple maintenant qui doivent travailler pour qu'il y ait entente, pour aller plus longtemps. Il n'y a pas que c'est la religion, c'est que les gens sont pieux ci, pieux là. Non, là je ne suis pas d'accord. J'ai 45 ans de vie en commun. C'est une patience extrême d'accepter l'autre comme il est et que l'autre t'accepte comme tu es. Et c'est ça qui fait que les gens peuvent aller ensemble. Aime ton prochain comme toi-même. Je ne pense pas que ça existe vraiment que les gens aiment les leurs comme eux-mêmes. Il y a déjà l'égoïsme de fait que l'homme est né égoïste. C'est ce que je voulais vous dire. Il n'y a rien de religion là-dedans. C'est l'humilité, c'est l'amour, c'est vouloir construire, aller plus loin avec le sien. C'est uniquement ça. Merci, merci madame pour votre témoignage. Alors 45 ans de mariage, ça n'est pas une petite affaire et ce qui crédibilise d'une manière certaine ce qu'elle nous dit, c'est aimer l'autre, c'est de la patience, c'est de l'humilité, c'est beaucoup de choses. Parce que quand on parle d'amour, finalement, l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est un beau mot, mais qu'est-ce que ça désigne précisément? Peut-être ces caractéristiques-là. Et comment fait-on acquisition de cela, d'ailleurs, par rapport à l'éducation que l'on a reçue? Est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a été formé à être humble? Est-ce qu'on a été encouragé à être patient? Voilà, autant de choses que peut-être la vie d'aujourd'hui aussi ne favorise pas au regard du quotidien que l'on a. C'est vrai que la patience, surtout. Il faut savoir pouvoir surmonter beaucoup de choses, être patient. Un couple, c'est pas, la religion dit ceci ou non. Surtout être très patiente, pour une femme surtout, pouvoir surmonter, savoir pardonner, comme on dit toujours. Une mère, une femme, sait pardonner, sait oublier. Lorsque vous dites cela, j'ai envie de vous demander pourquoi, vous dites une femme surtout. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait qu'une femme va avoir plus de patience ou devoir avoir plus de patience qu'un homme, par exemple? Déjà, la maman, quand elle a son bébé, déjà... Oui. Très pleurer autant de fois qu'il veut la nuit, autant de fois, elle va se lever, mais le mari, il va... Non, ça... il ne va pas se lever autant de fois que la maman. Le plus souvent, c'est la maman qui élève ses enfants, qui s'en occupe. Donc déjà, elle a cette force, elle a ce... Pour moi, c'est une force, c'est un don d'un instinct maternel déjà. Alors, Hayata nous disait, elle nous disait qu'est-ce qui crée le divorce. On va peut-être revenir sur ce point-là et puis surtout comment ça se gère après, notamment lorsqu'il y a des enfants, parce qu'il y a cette volonté, le mariage, on va dire officiellement ou religieusement n'est plus là, mais il y a la réalité qui est là, il y a des parents, il y a des enfants, qu'ils soient ensemble ou pas ensemble. C'est une réalité incompressible. Il faut que la vie puisse continuer pour les deux parties. Alors, qu'est-ce qui crée le divorce à votre avis ? Alors, juste pour revenir à ce que la dame disait quand elle dit que la religion n'est pas une partie inhérente dans un couple, alors que si, puisque justement, la religion, elle éduque, justement. C'est pour ça, en fait, qu'on dit qu'elle est inhérente à la vie de couple, parce que si on se tient aux règles de la religion, on doit être patient, on doit... mais c'est pas à la femme de faire tous les efforts. On est deux dans un couple. L'homme aussi, il a sa partie à combler. Il doit aussi faire les efforts. Il doit aussi être patient. Quelqu'un qui est dans la religion, qui est pieux, franchement, il fera ces efforts-là. Quelqu'un qui n'est vraiment pas dans la religion, il ne fera pas ces efforts-là. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Donc... moi aussi, mes parents, ils sont là, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Je suis désolée, mais s'il n'y avait pas la religion, ça serait peut-être cassé. Oui, ça serait peut-être cassé. Mais non, parce que nous, on avance avec la religion. L'homme, il va faire les efforts. Mon père, des fois, il n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Mais il faut aider. On est tous dans une maison, on aide. C'est comme ça dans la religion. Et si on faisait vraiment les règles de la religion, on serait tous tranquilles. Franchement, oui, on serait tous tranquilles. Maintenant, pour voir ce qui amène le divorce, moi, je dis c'est les infidélités. Mais l'infidélité dans la religion, il n'y a pas lieu d'être, puisque normalement, on doit être préservé, on doit être avec une seule personne. Et après, on va me parler de la polygamie. Mais la polygamie, il faut être équitable. Est-ce que quelqu'un est équitable dans ce monde-là ? Franchement, peut-être...
avec les prophètes, mais aujourd'hui, franchement, je les compte. Hein. Alors, on va en revenir sur ce point-là, mais le temps de partir avant d'écouter notre téléspectatrice. Bonjour. Oui, bonjour Lydie, bonjour aux invités. Bonjour. Je vais réagir par rapport au sujet. Oui. Alors, je sais que c'est pas une vérité bonne à dire, mais je me dois de la dire parce que à un moment donné, il faut que ça sorte. Oui. Les hommes de la diaspora, moi je dirais, cette nouvelle génération, faut les acheter. Et j'ai la chance de faire un métier où je côtoie beaucoup de femmes. On en parlait hier. Et pour celles qui n'ont pas de mari, il y en a d'autres qui leur disent mais il faut les acheter parce qu'ils n'ont pas des critères physiques ou psychologiques. Ça leur est bien égal. Il faut qu'elle ait de préférence des papiers. Il faut qu'elle ait une maison, un travail. Le bonus, si elle a une voiture, c'est encore mieux. Ils font passer leurs besoins matériels avant de se préoccuper de savoir s'ils aiment la femme ou pas. Moi, je pense que c'est la cause de pas mal de disputes entre les couples. Parce que si vous partez de cet état d'esprit, mais ça veut dire que l'amour n'a rien à voir là-dedans. Et il y a des hommes, ici à Paris, qui vivent avec des femmes, mais qui les aiment pas d'amour. Quand je dis amour, c'est avoir des sentiments pour la personne. L'amour, c'est quoi? C'est une association de deux personnes et on décide de faire les choses librement. Eux, ils mettent ça de côté, ils font passer leurs biens matériels avant tout ça, qu'elles soient belles, qu'elles soient pas belles, ça peu importe. Et les mêmes hommes, quand ils sortent le plus souvent avec des femmes blanches, parce que ça existe aussi, eh ben, ils deviennent dociles, hein, c'est-à-dire des choses qu'ils n'accepteraient pas avec leur sœur noire, ils acceptent tout de la femme blanche. Elle peut être ce qu'elle veut, pas intelligente, pas belle, qu'elle n'ait rien, ça passe. Mais par contre, une femme noire, il faut qu'elle soit pratiquement parfaite. Moi, je pense qu'on lui met trop la pression, surtout les hommes d'ici, et franchement, ils n'assurent pas beaucoup, hein, en règle générale. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais ils n'assurent pas. Il y a certains, ils se déchargent entièrement sur la femme. C'est la femme qui assure à 80% du budget. Et pourtant, ils travaillent, hein. C'est pas qu'ils sont au chômage ou quoi que ce soit. Ils travaillent, ils ont la possibilité de participer. Mais ils le font pas parce qu'ils n'ont pas envie. Ils considèrent que c'est à la femme de tout gérer, de tout se taper. Or, quand tu aimes une personne, ça fait partie de tout ça. Mais eux, ils prennent que ce qui les arrange. Ceux qui n'en veulent pas, ils laissent de côté. Alors franchement, je ne sais pas où est l'amour là-dedans, mais moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de divorces, qu'il y ait autant d'incompréhension entre les couples. Et les hommes africains, en règle générale, sont très compliqués. Ils sont très exigeants avec leurs compagnes ou leurs femmes. C'est-à-dire, ils en demandent beaucoup, alors qu'eux-mêmes, ils ne font même pas le 10e. Voilà, merci Lydie. Merci pour votre appel. Des réactions par rapport à tout ce qu'elle nous dit? Oui. Elle a parfaitement raison, très exigeants surtout. Les hommes africains, effectivement, sont très exigeants. Avec autrui, bien plus qu'envers eux-mêmes? Ah oui, ben oui. Surtout avec leurs femmes, avec les femmes africaines, comme elle dit. Exact, effectivement. Très exigeants. Et à quoi cela est-il dû, à votre avis? Pour moi, je crois que c'est l'éducation, leur éducation. D'éducation au pays, c'est la maman qui est là. Donc pour eux, leur femme redevient leur maman. Et elle doit et la question des finances, alors? Les finances, par contre, voilà. Même ça, c'est dommage. Parce que ça, par exemple, les finances en Afrique, c'est le mari qui va chercher. S'ils veulent se référer aux coutumes, les coutumes d'avant, c'est l'homme qui allait chercher le gibier, qui ramenait à la maison, la maman s'occupait des enfants, faisait à manger. Donc, normalement, ça fait partie des finances. Si, à la limite, au moins, il finançait et que la femme restait à la maison ou même travaillait peut-être à mi-temps, revenait s'occuper du ménage des enfants, on comprendrait, mais ce n'est pas le cas.
On a parlé tout à l'heure de la question des enfants. Donc, il y a séparation, il peut y avoir séparation. La vie doit pouvoir continuer pour cette famille, même si elle est séparée, surtout s'il y a des enfants, encore une fois. Et en préparant cette émission, il nous est venu un point sur lequel on voudrait revenir. Donc, ceux des hommes qui voudraient garder la main mise sur cette compagne, qui n'ont pas gardé avec eux pour des raisons diverses et variées, vont utiliser les enfants comme une monnaie, quelque part une monnaie d'échange pour tenir, manipuler la mère. Oui. Alors, c'est dommage, oui. Et c'est fréquent, ça. Quand il y a séparation, le mari, normalement, la séparation, c'est la femme qui doit en pâtir ou qui doit... les enfants n'y sont pour rien dedans. Donc le mari, normalement, le père, doit continuer à s'occuper de ses enfants, à voir ses enfants, à les éduquer, à leur donner son amour. oui. Il faut que les enfants aient l'amour du père et de la mère. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, mais malheureusement... Mais lorsque vous dites c'est la mère qui doit en pâtir et pas les enfants, pourquoi est-ce que c'est la mère qui devrait en pâtir d'ailleurs? Déjà, voilà, même. Pourquoi même la mère doit en pâtir? Bon, parce qu'elle est partie. Si, par exemple, c'est la mère qui est partie, ou si c'est le mari qui est parti, oui. C'est les adultes qui doivent gérer entre eux et non en faire porter la charge aux enfants. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Madame à Orléans, bonjour. Oui, bonjour Madame Gaumont. Je suis heureuse de participer à votre émission et j'aimerais intervenir notamment par rapport aux propos de la jeune fille musulmane. Oui. Une dame précédemment qui avait 45 ans de vie commune, moi je n'en ai eu que 34. Et moi, je suis chrétienne, mon mari était musulman. Il n'y a jamais eu de problème de religion dans notre couple. Parce que chacun était libre de pratiquer sa religion. Et durant notre vie commune, bon, comme certaines le disaient, vous savez, l'éducation africaine, les coutumes, c'est surtout la femme qui intervient, c'est surtout la femme qui coopère, etc. Et il se trouve que mon mari se disait musulman, donc il allait de temps en temps à la mosquée, jusqu'au jour où il a décrété d'aller à la Mecque. Effectivement, il a fait ce pèlerinage à la Mecque. Mais le jour où il est revenu de la Mecque, son comportement était encore pire. Son comportement était pire. Et vraiment, j'estime que la religion n'a rien à voir dans le mariage, parce que qu'est-ce que c'est que la religion, sinon une leçon de morale? Et cette leçon de morale, ces leçons de vie, vous n'avez pas besoin de l'avoir à travers la religion, c'est selon votre comportement. Donc c'était juste pour vous dire que moi, à mon sens, la religion n'a rien à voir dans le mariage. Merci. Merci, madame, pour votre fidélité à notre émission. Vous voulez réagir à ce qu'elle nous dit? En fait, Alors, pardonnez-moi, est-ce que c'est parce que c'est un couple confessionnellement mixte, c'est-à-dire deux religions, ou est-ce que vous pensez qu'au sein d'un couple où la religion est la même, il y a moins de différence? Faut dire la vérité que oui. Déjà, on va pas aller dans la même direction. Si on n'a pas la même religion, ça veut dire que déjà, il y a un problème. La religion, enfin, quand on est vraiment dedans, c'est un mode de vie. Comment vous voulez avoir un mode de vie comme ceci et l'autre on en a un autre? On ne peut pas aller sur la même longueur d'onde. Mais pas plus tard qu'hier sur ce plateau même, nous avions des dames qui témoignaient, des dames d'un certain âge, qui témoignaient sur des vies de couple très douloureuses dans le même temps que les maris avaient la même religion qu'elles. Oui, c'est normal parce qu'on peut pas. C'est pour ça que je dis c'est un mode de vie. Ça dépend aussi. On peut être religieux sans en faire un mode de vie. C'est pour ça qu'en fait moi je pense qu'il faudrait que la religion soit un mode de vie pour que on puisse avancer bien correctement. Mais la véritable question c'est comment faire pour vous assurer que votre mari ou votre compagne pour les hommes va avoir le même degré de, je ne sais pas comment le nommer d'ailleurs, la même intensité de pureté, pour reprendre encore une fois votre expression. Comment dire, moi-même, je ne sais pas. Mais il faudrait... Moi-même, je ne sais pas. Je pense que déjà, faut vraiment être impliqué soi-même pour que l'autre personne, en retour, elle soit aussi impliquée que vous.
Enfin, c'est comme ça. Si moi, je suis impliquée et Dieu, il voit que je suis impliquée, il va mettre quelqu'un sur ma route qui soit aussi impliqué que moi ou plus pour qu'on aille vraiment dans la même direction. On va dire que là, moi, je témoigne. Là, je témoigne parce que, comment dire, là, je ne suis pas encore mariée, etc. Mais c'est sûr que les personnes qui ont des vraies vies de couple et qui sont vraiment mariées, ils ne vont pas venir au plateau, donc ils ne vont pas venir témoigner. Mais si j'avais leur témoignage, vous allez voir qu'ils sont dans une autre planète. Eux, ils vivent vraiment un amour complet, heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vraiment fait les règles de la religion. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas en dire tant, parce que je suis pas engagée, rien du tout. Ça ne saurait tarder. Nous allons prendre un monsieur à Toulouse. Nous vous écoutons, bonjour. Oui, bonjour, Lydie. Je voulais intervenir par rapport à la dame musulmane qui tient des propos. Je trouve que cette dame, d'abord, elle n'a pas d'expérience. Donc, deux, je veux dire que la religion n'a rien à voir avec le mariage, parce que la religion, ce n'est qu'une philosophie. Hein. Le mariage, c'est un problème coutumier. Le mariage, c'est un problème civil. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est juste une philosophie qui pousse des gens. Enfin, on est dicté par la religion. On vit dans la dépendance. Donc, le mariage, c'est une affaire de cœur. C'est pas une affaire de religion. Ça, c'est la dépendance. Parce que les livres sur lesquels on lit dans l'islam ou la chrétienté, c'est écrit par des hommes. C'est pas Dieu qui a dicté toutes ces choses. Le mariage, c'est une affaire de coutume, de tradition, et ça n'a rien à voir avec la philosophie d'une secte ou d'une religion. Voilà ce que je voulais dire. Merci, monsieur, pour votre appel. Alors, nous essayons de revisiter le couple d'une génération à une autre avec une personne qui a vécu ce que c'est que le mariage, une autre qui le rêve, l'imagine et peut-être le sublime, je ne sais pas. Avec vous qui nous regardez, qui en avez fait l'expérience, notamment mesdames qui avaient appelé 45 ans de mariage, 35 ans de mariage d'un autre côté, ça n'est pas rien dans un univers où, quand on entend ce que nous disent les téléspectateurs au téléphone, alors il revient à ce stade de la discussion que tout le monde dit, c'est plus la morale, l'éducation, les coutumes que les religions. Nous reviendrons sur ces aspects tout à l'heure. Je voudrais, avant que nous continuions cette émission, vous proposer en musique une personne que nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. Ce sera Manassé, une jeune femme. Nous affectionnons dans les Dis vous écoute d'avoir des personnes jeunes aussi pour ne pas construire un monde de femmes où les carottes sont déjà cuites, comme on dit souvent, et voir un peu comment les jeunes se projettent. Vous avez des enfants d'ailleurs, 15 ans, 16 ans. Est-ce que vous savez comment elles appréhendent la vie aujourd'hui? Non, j'ai pas encore discuté de ça. Vous avez des craintes, vous avez des angoisses de maman? Ah oui. Qu'est-ce que vous redoutez pour vos filles? Ben, qu'elles tombent sur quelqu'un qui ne sache pas les comprendre, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas. Qu'il soit pas patient, qui ne puisse pas les comprendre, ne puisse pas faire d'efforts pour les aider. Vous en parlez avec elle? De temps en temps, mais non. Il y a de la gêne? Pour l'instant, je préfère... elles-mêmes, elles le vivent. Elles voient, il y a beaucoup... Elles voient comment ça se passe. Oui. Donc, je crois qu'elles sont déjà préparées. Souvent, les jeunes nous disent « Ah, mais la génération de nos mamans ne nous parle pas, ne fait pas de transmission. » peut-être un peu solennel. Et est-ce que vous avez conscience de ce que peut-être il y a un vide à ce niveau-là? Peut-être que ces jeunes filles, notamment, ont besoin d'avoir, on va dire, des leçons en disant « Mes filles, grand 1, aujourd'hui, on va parler de tel point. » Je ne sais pas, est-ce que c'est une transmission qui se fait par la pratique ou qui se fait de manière, encore une fois, solennelle? Moi, je crois que c'est plutôt par la... Bon, je crois que c'est plutôt par la pratique. Elles voient ce qui se passe, on n'a pas besoin de leur expliquer. Elles grandissent, elles voient comment les choses se passent. Donc, j'espère qu'elles vont comprendre et elles essayeront de ne pas faire les mêmes erreurs. De ne pas juger la mère, peut-être aussi? La juger, non. Elles ne le jugent pas. Ouais. Puisque ce sont des femmes aussi, donc elles-mêmes... Elles aident à la maison, elles travaillent, elles font les tâches ménagères, elles savent ce que c'est.
Des fois, elles se plaignent, on est fatigué, on est ceci. Est-ce qu'elles questionnent, elles remettent en question ou elles font état de ce que le père n'étant pas avec la mère, pour elles, c'est un schéma différent? Est-ce qu'elles en parlent? Non, non. Mais bon, ça leur fait comprendre beaucoup de choses. Oui. Par exemple, ben, tu comprends maintenant pourquoi je me suis séparée? J'étais fatiguée. Regarde, ça, j'ai fait ça quand vous étiez petite. Et toi, maintenant, tu le fais à 15 ans. Tu te plains. Ben, moi, je l'ai fait depuis bien ta avant naissance jusqu'à là, maintenant. Nous reprenons, madame, avant notre vidéo, nous reprenons madame dans le Val d'Oise. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour à nouveau. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Nous, Oui. les Africains de la diaspora, c'est nous qui avons détruit notre éducation. On s'est mis entre deux éducations. On n'est plus africain, on n'est pas européen, dont les enfants ne peuvent pas suivre dedans. Moi, quand je discute avec mes enfants, ils me ressortent ce côté-là. Nous sommes venus en Europe pour faire quelque chose de rentrer, mais arrivé en Europe, on a pris des gens, parce que moi, je ne vous cache pas qu'à mon âge, je bondis maintenant quand je vois comment les enfants sont éduqués. Ça joue un mauvais rôle et ça ne peut pas mener l'Afrique en avant. Parce que nos cultures, nos besoins, notre façon de vivre pour essayer de mener cette société, pour aider cette société, notre société d'Afrique, nous les Africains, on a tout détruit. On a voulu inculquer à nos enfants, ou bien nous voulons vivre à l'européen, mais on ne pourra pas arriver, parce que les racines restent. Tant qu'on ne regarde pas en arrière pour revoir où nous sommes partis, pour arriver à ce que nous sommes et amener des corrections dans notre mode de vie, nous ne pourrons jamais arriver. C'est pour cela, moi, je vais vous dire qu'il y a maintenant certaines religions sortent pour essayer de rattraper quelque chose. Mais il faut que la diaspora d'abord commence à se rééduquer. Parce qu'on avait quand même des bonnes bases. Nos parents nous ont donné une éducation, on a vécu avec cette éducation, on est amené. Regardez d'un certain âge où vous êtes maintenant à votre âge là. Quand vous êtes venu ici, vous avez eu l'idée, vous êtes la femme que tout le monde voit. Mais alors que la jeunesse qui vient derrière, je ne sais pas si on a fait du bon travail sur nos enfants. Donc ça, déjà, il faut qu'on commence d'abord à se rééduquer, à reprendre le bon qui est dans nos cultures, pour pouvoir maintenant l'associer avec la culture dans laquelle nous sommes. Et là, on pourra s'intégrer. Et à partir de là même, comme la dame de tout à l'heure parlait, il y a tellement l'égoïsme, il y a tellement le besoin d'avoir des biens, qu'il y a de ces divorces à tout venant, qu'il y a ce mariage parce que j'ai besoin de papiers, il faut que la femme... Non. C'est nous-mêmes qui devons revoir ça pour essayer de vraiment, peut-être si on peut faire les colloques, on peut se rencontrer pour essayer de discuter pour ces problèmes-là. Je vous remercie. J'en aurais encore à dire, mais pour l'instant... Merci. Merci. Alors, comme elle se désigne elle-même, notre téléspectatrice, la mamie du Val d'Oise, 45 ans de mariage, avec votre permission, bien tassé. C'est une leçon de vie. Je voudrais vous proposer une petite page sur une question aussi de relations femmes et hommes, une question qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a pratiquement, je le disais la semaine dernière, pris en otage pratiquement le monde entier. Il s'agissait d'un couple, alors un couple, pas un couple, personne n'était dans cette chambre d'hôtel, mais toujours est-il qu'une de nos téléspectatrices, ou plutôt une de nos intervenantes sur le plateau, Manassé, jeune fille, jeune femme vivant en Europe, originaire du Congo, a fait donc cette chanson, ce clip vidéo, pour, disait-elle, soutenir Nafissatou Diallo, car c'est d'elle qu'il s'agit. Avant qu'on le voie, je voudrais vous entendre là-dessus. Quelle est votre réaction aujourd'hui, avec du recul, sur cette histoire? Je m'y intéresse pas trop. Vous vous y intéressez pas trop, eh c'est le monde qui nous entoure. Regardez avec nous, c'est Manassé qui chante Nafissatou, We Stand By You, nous sommes avec toi. Nafissatou,
retour, plateau dans Lady vous écoute après ce clip vidéo sur Nafissatou Diallo qui nous a été gracieusement proposé par Manassé, chanteuse que nous avons eu le plaisir de recevoir dans Lady vous écoute pour une toute autre discussion. Je vous propose de repartir pour la deuxième mi-temps, comme on dit sportivement, dans notre discussion du jour qui s'intitule « Le couple, regard croisé de deux générations ». Et on a même le bonheur d'avoir sur le plateau avec nous désormais deux autres personnes, dont un homme. Ça n'est pas rien. Bonjour Yves Mangwara. Bonjour. Merci d'être venu vous joindre à nous. Vous n'êtes pas seul. Edwige Maccabi, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu, tout au moins partiellement, ce qui s'est dit au cours de cette première partie d'émission. Le couple vu d'une génération à une autre. Je ne vais pas faire une séquence de rattrapage, même si vous avez pris l'émission en cours, vous qui nous regardez. Mais à ce stade-ci, donc, nous laisse entendre que ça n'est pas une question de religion, c'est plus une question d'éducation et puis surtout de tradition. On va donner la parole au seul homme sur le plateau. Pour vous, le couple, comment le pensez-vous de votre génération? De notre génération, le couple, justement, c'est deux personnes qui se rassemblent. Généralement ce qu'on attend, en fait, de mon côté d'une femme, c'est une maman. Une maman qui s'occupe de son homme, qui sait partager les moments de souffrance avec son homme, qui sait être présente lorsque l'homme en a besoin, lorsque l'homme souffre. Une maman, une personne qui saura aussi s'occuper des enfants. Donc c'est ce qu'on attend d'une femme. Et la femme aussi, de son côté, attend d'un homme aussi un protecteur. Comment le savez-vous? Comment je le sais? Donc je pense qu'on a aussi eu des relations avec des femmes. Je suis aussi fiancé. Donc je vis avec ma fiancée. Et puis ce que je peux dire, c'est le constat de notre expérience commune. Quand on a votre âge, vous allez nous le dire, lequel, si vous le voulez bien ou pas du tout, vous pouvez prendre un joker. Qu'attend-on du couple aujourd'hui? Alors moi, j'ai 26 ans. Oui. Le couple aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez difficile actuellement, que ce soit en Europe ou en Afrique. Vu que le couple, je ne sais pas si on peut vraiment parler de couple, parce que maintenant, en Europe, un tiers des mariages finissent par un divorce. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de rester avec son homme ou avec sa femme. Oui. Et je pense que c'est vraiment difficile aujourd'hui de... Qu'est-ce qui rend les choses difficiles à votre avis? Je pense qu'on n'est pas assez préparé. On n'est pas assez préparé. Vous avez parlé de coutumes, de religion. Et je pense qu'auparavant, les femmes, elles s'étaient vraiment préparées avant de se marier. Et en fait, la maman... comment dire? La maman... apprenait à sa fille comment elle devra être lorsqu'elle sera mariée avec son homme, comment elle devra gérer sa vie de famille, comment elle devra éduquer ses enfants. Donc il y a des valeurs qui étaient transmises. Oui. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus difficile. Alors, il y a moins de transmission. À 26 ans ou à 15-16 ans pour vos filles, madame, est-ce qu'il y a cette réceptivité quand on veut transmettre? Parce que, quelquefois, quand on parle de génération, de conflit de génération, ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est que ce que veut transmettre une génération comme valeur sûre n'est pas toujours bien accueilli. On pense que c'est désuet, que c'est vieux jeu. Est-ce qu'il y a cette réceptivité? Je pense que ça doit partir d'une communication plus active. Il y a de moins en moins de communication entre, que ce soit de mère en fille ou dans les couples. Donc dès lors qu'il y a moins de communication, c'est vrai que c'est plus difficile de rester ensemble dans la durée. Yvon, oui, je pense qu'on est plus une génération qui se focalise sur Internet, sur Facebook. On voit aussi normalement ce qui se fait un petit peu ailleurs. Donc la communication se fait de moins en moins envers des parents aux enfants. Donc il y a moins de liens de communication intergénérationnelle. Et c'est pourquoi on ne profite pas de l'expérience de nos prédécesseurs. On se base beaucoup plus sur Internet, sur Facebook, pour communiquer, pour essayer d'apprendre, alors qu'on a des bibliothèques ambulantes en face de nous. Donc je pense que c'est plus important aujourd'hui pour les nouveaux couples d'apprendre, ou les futurs couples, d'apprendre, d'avoir un peu plus d'expérience. D'apprendre à être un couple. D'apprendre à être un couple, justement, c'est la problématique aussi de voir. Ça nous pousse, il faut être curieux aussi pour qu'on puisse rechercher ou s'informer auprès de nos prédécesseurs, profiter de leur expérience, puisque avant, comme l'a dit Edwige, les personnes, en fait, les jeunes, les futurs mariés,
profité de l'expérience de leurs prédécesseurs. Il y avait des traditions qui poussaient les gens justement à s'unir sur une base culturelle. Mais en général, il y a les parents et les enfants, en général, même s'il y a d'autres schémas. Est-ce que ça n'est pas un exemple sous le nez à recopier, tout simplement? Quand vous dites les prédécesseurs, est-ce qu'il faudrait, encore une fois, solennellement aller 40 générations en arrière pour voir comment ils faisaient eux, alors qu'aujourd'hui, le contexte est complètement différent tout de même? Est-ce que quand on est maman, comme madame à côté de vous, qu'on a des filles adolescentes, est-ce que ce ne sont pas là tout simplement des exemples à prendre et peut-être des questions à poser si besoin est? Oui, bien sûr, mais après, c'est vrai qu'il y a des choses qui se font dans la chambre. Il y a des parents, des fois, qui discutent de certaines choses ensemble dans la chambre. Et ce n'est pas accessible aux enfants. Donc, justement, les enfants, je sais que moi, par mes parents, il y a des choses qui se disent, il y a des réalités qu'on ne vit pas, qu'on ne voit pas, pour nous protéger sur certaines choses. Donc, je pense que les enfants doivent aller vers les parents, demander auprès de leurs parents pour être informés. Et en retour aussi, la maman ou le papa doit aussi jouer ce rôle de transmission. Alors, sachant que la transmission peut être silencieuse, tout n'est pas dans les mots non plus. Je pense que pour bien bâtir une maison, il faut de bonnes fondations. Donc, il faut tout de même une base. Et qu'est-ce que c'est la base pour vous en matière de couple? Pour moi, la base, c'est tout à fait la transmission des parents. Lorsqu'on a une bonne image du mariage, une bonne image de la vie de famille traditionnelle, je pense qu'on le vit plus facilement et c'est plus facile d'aborder en fait la vie de famille. Parce que je pense que c'est plus facile d'aborder la vie de famille de cette manière. Parce que si on arrive, le mariage c'est tout nouveau, on n'y connaît rien, c'est pas facile de s'adapter à une personne. La personne elle a son éducation, vous aussi vous avez votre éducation. Donc c'est vrai que s'adapter, je pense qu'il faut avoir des qualités personnelles déjà et aussi une base. Alors, mademoiselle à côté de vous disait la religion est ce qui, à son sens, permet d'avoir ce dénominateur commun, c'est ce centre de gravité qui permet d'articuler le reste. Est-ce que vous êtes de cet avis ou pas? Je pense que pas forcément, parce qu'il y a bien des couples qui sont de religions différentes, mais ils ont perduré dans leur amour. Donc la religion, je ne pense pas que c'est obligatoire. Il faut obligatoirement être de la même religion pour pouvoir vivre un amour parfait. Et des fois aussi, les différences font qu'on s'attache très parfaitement. Je pense que si les gens sont dans une religion, par exemple chrétien, et par exemple un chrétien avec une musulmane, moi je ne conçois pas ça, mais si ça existe, Madame ça nous peut marcher. Elle nous a dit 35 ans de mariage, donc c'est bien la preuve vivante que... Ça peut marcher. Donc si ça marche, ça veut dire quoi? Il y a des règles aussi dans la religion chrétienne. Je ne les connais pas toutes, mais ça veut dire qu'il a des principes, et ces principes-là, ils vont bien avec les principes musulmans. Donc ça veut dire qu'ils vont avancer dans la même direction. Et pour ces principes, et là où les principes ne sont pas les mêmes, là où les principes sont différents, donc normalement, il n'y a pas grand-chose où ça diffère, quoi. Normalement. Par exemple, l'éducation des enfants, par exemple, on a tendance à détacher, par exemple, le garçon et la fille, mais il n'y a pas à faire ça. Normalement, ils ont la même éducation. Certes, c'est une fille, donc elle doit faire plus attention, c'est une fille. Et un garçon, on lui donne plus de responsabilités. Pardonnez-moi de vous interrompre et de vous reprendre sur ce point-là. Certes, c'est une fille, mais elle doit faire plus attention, c'est une fille. Pour dire quoi précisément? Qu'est-ce qui fait qu'elles doivent plus faire attention? Parce qu'en fait, on a une image de la fille d'une fragilité. Est-ce qu'elles le sont fragiles? Moi, je dirais non, parce que moi, je suis une fille et je suis indépendante, je sais ce que je fais, mais c'est par rapport à une éducation. Moi, ma mère, elle ne m'a pas éduquée dans « non, t'es une fille, tu dois faire que ça ». Non, moi, je fais tout ce qu'un garçon peut faire, je le fais aussi. Je suis la plus grande de chez moi, donc je ne sais pas comment vous expliquer. Moi aussi, j'ai une éducation, elle peut aller... je sais pas comment dire. Il n'y a pas une grande différence avec l'éducation d'un garçon. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que les garçons aujourd'hui sont en accord avec des modèles de filles? Elle l'a dit 2-3 fois, je suis indépendante, je suis autonome. Est-ce que ça leur convient ou est-ce qu'ils caressent cette douce nostalgie du bon vieux temps où la femme disait « oui, t'es beau, t'as raison et je n'ai pas de cerveau ». Non, je pense qu'on s'adapte avec notre temps. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui veulent justement avoir le même rôle qu'un homme dans cette société. Et c'est ce qui est tout à fait logique, puisqu'elles ont tous les attributs, les mêmes attributs que nous, les hommes. Et donc c'est respectable, et c'est normal, c'est logique. Et d'un autre côté, je pense que c'est aussi une bonne chose d'être avec une femme qui est indépendante, dans un monde où
on voyage de plus en plus, où on a de plus en plus envie d'entreprendre des choses, d'avoir une femme indépendante, d'avoir une femme qui peut transmettre, puisqu'on sait que si la femme est soumise, quelque part, elle va transmettre à ses enfants des comportements d'une femme soumise ou d'une personne non indépendante. Donc, c'est bien, moi, je pense que pour un homme, d'avoir une femme qui est à ses côtés, qui est complémentaire, puisqu'on n'a pas besoin d'être toujours en conflit, d'avoir toujours envie de dominer l'autre, mais qu'il faut plus créer un équilibre, créer une complémentarité. Et donc, c'est bien d'avoir une femme complémentaire et une femme qui peut faire des choses que l'homme à la maison ne peut pas faire. Nous entendons souvent sur ce plateau, au téléphone notamment, des dames qui nous disent « Ah, mais les hommes n'acceptent pas que les femmes aient autant d'éducation que eux, encore moins plus. Les hommes n'acceptent pas facilement quand la femme a des revenus élevés aux leurs et ils en prennent ombrage en quelque sorte. » Effectivement, c'est un petit complexe. C'est un complexe. Déjà, rien que le salaire. Oui. Une femme qui gagne mieux que... Le mari ne l'accepte généralement pas très bien. Et pourquoi donc, à votre avis? Parce qu'il peut être la risée aussi de son entourage. Mais les gens ne sont pas obligatoirement censés le savoir. C'est ça que... C'est vrai. Et généralement, la femme ne le montre même pas. Oui, ouais, c'est vrai. C'est l'homme qui personnellement, je crois que c'est lui-même qui de lui. Voilà, qui se fait ce complexe. Elle ne me le donne pas, c'est parce qu'elle gagne plus que moi. Je pense que c'est un complexe. Alors que c'est un complexe, voilà, alors que c'est même pas... Dans le même temps que les hommes nous disent au téléphone, mais vous savez, une femme, quand elle commence à avoir trop d'éducation ou à commencer à gagner de l'argent, elle n'en fait qu'à sa tête. Mais elle est un peu plus indépendante, donc c'est vrai qu'elle va, même pas, moins se tourner vers son homme. Voilà. Bon, moi je peux pas dire oui et non, c'est pas toutes les femmes. C'est pour ça que je dis il y a l'éducation qui est très importante dans... Nous allons prendre au téléphone madame qui se trouve à Londres. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste dire que votre émission est très intéressante. Et en fait, je voulais rajouter je voudrais juste rajouter quelques idées en fait. Oui. En fait, je voulais dire par rapport à... Moi, je suis africaine aussi. Et je me rends compte qu'en fait, il y a une dame qui appelait, elle parlait de se rééduquer, elle parlait d'éducation. Et en fait, je me rends compte que depuis que l'Afrique a été envahie par d'autres peuples, il y a eu des invasions qui se sont faites sur des siècles et des siècles, notre notion a été changée, notre culture a été infiltrée par d'autres notions par rapport à l'égalité de la femme et de l'homme, qui, nous, dans nos cultures ancestrales, c'était, par exemple, si je reviens à l'Égypte ancienne, la femme est représentée, enfin, la vérité divine est représentée par l'image de la femme. La vérité, la justice divine, c'était la femme qui représentait ça. Donc, je parle image. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que même sur le continent aujourd'hui, les femmes, ils sont pas du tout respectées par nos hommes. On voit ça tous les jours. La femme est comme une second class citizen. Elle est comme elle n'est pas à part entière parce qu'elle est une femme. Elle est toujours rabaissée alors que c'est elle qui, malgré ça, elle garde toujours la tête haute et elle continue de faire ce qu'elle fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous, les femmes, depuis la création, on reste la femme. C'est-à-dire, comment dire, provide for the family tout le temps, quoi. On n'a pas de... On va pas dire oui, parce que le gars, il m'a pas donné d'argent, je vais laisser mon enfant pas manger, tu vois. On est obligé de le faire, c'est un devoir qu'on a à faire et on le fait. Mais maintenant, nos hommes, non, je ne rejette pas tout sur eux. Je sais que par rapport à ce qui s'est passé, eux aussi, c'est comme si on leur a fait une castration. On leur a coupé leur virilité d'homme, comme de protecteur de la famille, c'est-à-dire de l'homme, de la femme et de ses enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe dans nos communautés.
les hommes, ils font des gosses à gauche, à droite, ils laissent la femme. Après, le gouvernement dit, vas-y, t'as pas besoin d'un homme, je te donne les allocations. Et nous aussi, on intègre tout ça. Mais en fait, tout ça, c'est faux, quoi. Et Merci, madame. Alors, sur ce point-là, madame nous dit, nos peuples, ou plutôt l'Afrique a subi des invasions, mais tous les peuples de la planète, il n'en est pas qui soient exempts de ce phénomène. Nombre de peuples ont subi l'invasion de tel ou tel autre peuple. Pour autant, il n'est pas dit que... Est-ce que c'est comme cela qu'on justifie, en fait, la relation qu'il y a entre les femmes et les hommes? Est-ce que ça suffit pour justifier les choses et surtout pour ne pas avancer et rester les deux pieds dans le même sabot? Je pense qu'il faut aussi, justement, c'est un petit peu le rôle qu'on joue, c'est-à-dire on se pose des questions sur les raisons qui poussent justement au divorce. On sait, avant le mariage, chez nous, c'était un mariage traditionnel. Donc il y avait la dot, il y avait... en fait, c'était un mariage traditionnel purement ancré dans nos traditions africaines. Ensuite, on nous a apporté le mariage religieux et ensuite le mariage civil à la mairie. Donc, quelque part, c'est vrai que ça bouleverse aussi le sens même du mariage. Ça bouleverse le sens du mariage. Et l'influence, on peut le voir aujourd'hui avec Internet, par exemple Facebook, énormément bouleverse aussi les rapports entre l'homme et la femme. Donc, les influences... Facebook en rajoute une couche parce que, vu la nature des relations entre les femmes et les hommes, je suis fort curieuse de savoir ce que Facebook rajoute à nouveau. Mais dites-nous, hein, oui, les réseaux sociaux, pour tous les nommer. Ça rajoute... en fait, ça influence aussi, je pense, négativement le rôle même ou la sacralité du mariage. Puisque aujourd'hui, un homme et une femme se rencontrent via les réseaux sociaux. On se marie grâce aux réseaux sociaux aussi de temps en temps, après s'être rencontrés, etc. Et il n'y a plus justement... en fait, on ne se marie plus grâce justement parce qu'avant, en Afrique, on se mariait aussi grâce aux parents. Donc les parents jouent aussi un rôle énorme pour le mariage, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les familles se connaissaient avant de... Est-ce que vous pensez que toutes ces familles qui se mariaient solennellement avec les parents et les familles qui se connaissaient étaient à l'abri des misères du couple, véritablement? Il faut arrêter de caresser la nostalgie dans un seul sens. On a vu tous des générations de parents et d'arrière-grands-parents qui n'ont pas résisté à l'interaction homme-femme, bien qu'il y ait eu tous ces contextes-là, tout de même. Oui, aussi, c'est vrai que d'un côté, on ne peut pas dire que c'est l'exemple parfait du mariage, mais ça nous empêche d'avoir certains conflits, par exemple. Par exemple, des mamans qui se connaissent ne vont pas justement parfois trop empiéter sur le... ou trop en fait... Au contraire, peut-être parce qu'elles se connaissent un peu beaucoup trop, qu'elles vont se mêler beaucoup trop. Alors nous allons prendre madame à Genève et en revenir à vous. Mesdames, si vous êtes d'accord, bonjour. Bonjour Lydie. Nous vous écoutons, madame. Bonjour Lydie, bonjour aux invités. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais être bref. S'il vous plaît, oui. La fille musulmane, là, j'ai quelque chose à la dire, en fait. Parce qu'à l'entendre dire, c'est comme si donc, les deux personnes du même religion doivent se marier. Donc, en fait, moi, c'est ça que j'ai compris. Mais il faut pas qu'elle oublie que ce n'est pas que les gens... Elle a entendu la dame qui a fait 45 ans de mariage, elle est chrétienne, son mari est musulman. Donc on dit l'amour n'a pas de religion, n'a pas de frontières. Il ne faut pas qu'elle oublie que ce n'est pas que les deux personnes du même religion ne peuvent toujours s'entendre, ne peuvent jamais toujours s'entendre. Et c'est la même chose aussi pour les... Des religions différentes, oui. Merci madame pour votre appel. Alors madame dit, ce n'est pas parce qu'on est forcément de la même religion qu'on va nécessairement s'entendre. Il est des ménages, il est des couples où il y a ce métissage confessionnel, si on peut parler ainsi, et ma foi, les choses vont bien quand même. Mais vous vouliez réagir à ces modèles de couple, parce que le retour en arrière, il est certes bien beau, mais la réalité, elle est là aujourd'hui. Que font les couples aujourd'hui ? Comment s'organise-t-il? Madame, tout à l'heure, on nous appelait en disant qu'il faudrait des conférences et tout. Je vous posais la question à vous, madame. Est-ce que vous parlez à vos filles? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de leur dire les choses solennellement?
Bon, vous m'avez répondu à moitié et je voudrais vous entendre là-dessus aussi. En fait, moi, je voulais revenir sur ce qu'il disait Yves. Je suis d'accord avec le fait que tout ce qui est Facebook, ça crée un fossé dans le couple. Donc on va en quoi est-ce que les réseaux sociaux créent un fossé en fait, vous avez passé beaucoup de temps, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, je ne sais pas pour tout le monde, mais on passe beaucoup de temps... Qui passe beaucoup de temps? Moi particulièrement. On passe beaucoup plus de temps. Mais la télévision jouait déjà ce rôle-là. Donc l'ordinateur ou la télévision, ma foi. De plus en plus, de moins en moins intéressant. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça... tout ce qui est Facebook, après, on peut parler du téléphone, de la télévision, oui, mais... Facebook et d'autres réseaux sociaux, je trouve que ça crée quand même un fossé dans le couple. On va moins passer du temps à communiquer que ce soit avec ses enfants. Ce sont des couples de jeunes alors, parce qu'il est des couples qui ont deux bras gauche devant un clavier d'ordinateur, donc ils ne vont pas s'aventurer pour surfer sur Internet. Mais il y a autre chose. Les personnes sont de plus en plus aptes à pousser ou, par rapport à leur travail ou autre chose, ou par l'ennui. Oui. Mais pourquoi s'ennuie-t-on si on est en couple, normalement? Parce qu'on ne communique plus. Parce qu'il y a une baisse des sentiments, baisse des désirs, ou baisse de... Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc peut-être l'envie des individus d'aller vers ces autres-là qui ne vous connaissent pas sous tous les aspects et qui vont vous aimer tel que vous êtes sans relever vos... Et je pense aussi qu'il y a l'individualisme qui augmente. On est moins dans une optique de communauté. Mais pourquoi se marie-t-on donc ? Si on veut être dans un plan solo. Parfois, ça nous fait de mode aussi. Ouais, donc, on veut prendre exemple sur les amis. On veut faire la même chose que les amis. On nous oblige aussi parce qu'on est dans telle ou telle religion. Ou parce que c'est une tradition, en fait, familiale ou communautaire. Donc, quelque part, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une femme, par exemple, qui arrive à un certain âge et qui n'est pas encore mariée. C'est comme un complexe. En fait, ça crée un complexe d'infériorité. Pour qui ? Pour sa famille ou pour elle? Pour la famille et pour elle aussi. Non, pour elle à cause de la famille ou à la famille à cause d'elle? Pour elle à cause de la famille et à cause des amis, mais aussi en fonction de la société ou de la communauté dans laquelle on est, et aussi pour la mère. Pour la mère? Bien sûr, pour la mère, parce que la mère, peut-être que si elle est mariée, elle a fait peut-être plusieurs années de mariage, elle aimerait aussi que sa fille puisse avoir aussi avoir la même expérience qu'elle. Mais vous savez, les mamans, elles ont une expérience concrète et pas illusoire du mariage qui fait que, ma foi, elles ne sont pas nécessairement, en dépit du qu'en dira-t-on, elles n'ont pas forcément envie que leur fille aille mettre la tête là-dedans, comme on dit, trivialement. Je pense que c'est le Elles mariage. ont du recul, elles savent de quoi elles parlent. Oui, c'est vrai, mais la maman veut aussi, ou le papa veut aussi que son enfant puisse avoir un équilibre, avoir une personne qui puisse lui redonner de l'amour, une personne qui pourrait la protéger une fois qu'ils seront partis. Oui. Donc, quelque part, c'est vrai que tout parent souhaite le bonheur pour son enfant. Pourvu que l'équilibre soit donc au rendez-vous, parce que c'est peut-être là qu'il y a des déceptions. Nous allons prendre madame qui se trouve à Nice. Bonjour. Bonjour, Lydie. Bonjour, madame. Bonjour, c'était pour intervenir un peu à propos du couple. C'est ce que la fille elle vient de dire, je suis un peu d'accord avec elle pour la religion. On ne peut pas écarter la religion dans le mariage. Parce que avant, les gens ils croyaient, ils pratiquaient beaucoup à la religion et c'est ça qui les maintenait aussi dans le couple. La peur, parce qu'avant, quelqu'un qui est catholique ne doit pas divorcer, parce que si tu divorces, il faut attendre le décès du conjoint pour se remarier. Alors, ça freinait le divorce. Aussi, si tu divorces, tu ne devais pas prendre la communion, ça freinait aussi d'aller jusqu'au divorce. Maintenant que personne ne pratique plus, vous voyez que les gens se marient pour quelque temps, ils divorcent. Ici en Europe, les gens étaient très pratiquants et le mariage tenait. Et maintenant que les gens ne pratiquent plus, vous voyez que les gens se marient pour quelque temps, ils divorcent. Ça, il contribue. On ne peut pas écarter la religion dans le mariage. Ça, je suis d'accord avec la fille. Les gens qui pratiquent, ils ont beaucoup plus de respect pour ce mariage parce qu'ils ont quelque chose qu'ils ont peur. Ça fait une peur, une crainte. On aime sa religion, on pratique et on a des convictions, on a des interdits et on respecte ces interdits. Maintenant, il n'y a plus d'interdits et on fait n'importe quoi.
on ne respecte rien et on divorce. On va au divorce. Il y a de l'égoïsme qui vient là-dessus. Je divorce, je ne tiens pas compte de mes enfants qui vont en partir. Moi, je divorce, je tiens à mon bonheur. Et moi, je suis mariée. J'ai des problèmes dans mon mariage. Jamais je vais divorcer. Je vais laisser mes enfants à quelqu'un d'autre parce que je pense à mes enfants. Jamais je laisserai mes enfants à une autre femme qui va venir maltraiter mes enfants. Donc, il y a cette peur maintenant de nos jours. On écarte tout ça. On s'en fout des enfants. Je divorce, je vais chercher du bonheur ailleurs. Donc, la religion, moi, je suis d'accord avec la fille, ça y est, ça joue beaucoup de rôle dedans. Moi, maintenant, de nos jours, moi, je ne comprends plus le mariage parce qu'avant, nos parents ne choisissaient même pas leur mari. On leur imposait un mari et le mariage durait jusqu'à la fin de vie. Ils ne se connaissaient même pas, ils ne devaient même pas se croiser. Maintenant, on essaye de vivre ensemble pour qu'on vive longtemps et on finit par divorcer. Je ne comprends plus rien dans le divorce. Et pour la femme africaine, quand nous étions, la femme africaine a beaucoup de mérite, beaucoup de respect. Pourquoi? Parce qu'elle respectait beaucoup son homme. Aujourd'hui, la femme africaine suit l'Européen, ne respecte plus l'homme. C'est les hommes, je condamne les hommes africains qui n'ont pas de respect pour leurs femmes parce que leurs femmes le respectaient beaucoup. C'est des hommes africains qui doivent essayer de voir le respect que la femme a eu pour elle, pour essayer de l'aider pour qu'on puisse aller plus de l'avant. Merci, madame, pour votre intervention. Alors, vous disiez tous les deux, Edwige, Yves, vous disiez, avant les religions, avant la colonisation, il y avait des formes traditionnelles en Afrique de mariage qui tenaient très bien, mais madame nous dit, c'est la religion qui a apporté encore plus de stabilité en tout cela. La question que je voudrais poser, c'est que, est-ce qu'un couple qui reste un couple pendant de très longues années est nécessairement un couple où les deux parties sont bien heureuses, tout simplement? Ou est-ce que jouer la carte de la durée, coûte que coûte, vaille que vaille, parce que ça ne se fait pas que de divorcer, ça ne se fait pas que de se séparer, signifie que ces personnes... qu'est-ce qu'on prend en compte? Le bien-être des statistiques sociales, ou est-ce qu'on prend en compte le bien-être et des hommes et des femmes? Pas nécessairement. C'est pas nécessairement vrai, parce que c'est vrai que quand même la religion, elle permet en fait d'avoir des codes de vie. Ça permet aussi d'avoir des règles de vie, mais c'est pas nécessairement vrai, vu que il y a des couples qui réussissent, ils ne sont pas de la même religion. On l'a encore vu tout à l'heure pour la dame qui a fait 45 ans avec son mari. Mais il y avait religion quand même, c'était peut-être pas la même religion, mais il y avait de la religion, il y avait des religions. Ouais. Elle permet d'avoir des interdits, comme elle a dit la dame. Donc on a peur aussi de l'être suprême, on a peur d'une force suprême, et dès lors que les deux personnes se soumettent à cette force, ils vont aussi éviter de transgresser ou ils vont éviter la séparation, parce que la séparation est conçue, par exemple, dans la Bible ou dans le Coran, je pense, comme une mauvaise chose. On sépare permis, mais c'est vraiment en cas dernier recours. Ouais, voilà, vraiment dernier recours. Parce qu'en plus, je voulais revenir sur ce qu'il disait par rapport aux familles. C'est vrai qu'un mariage, quand il est fait dans la famille, pas dans la famille, mais quand on se connaît, c'est plus pratique. Il y a un problème dans le couple. On va voir la famille, ils vont essayer d'arranger les choses, ils ne vont pas laisser découler. Mais on se marie avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, justement, qu'on a trouvé dans un réseau social. On le connaît comme ça. Les parents, maintenant, aujourd'hui, ne vont pas mettre un veto, non, tu ne te maries pas avec telle personne. Ben non, maintenant, ils nous laissent faire ce qu'on veut. Donc, on se marie avec la personne, on voit qu'il ne nous correspond pas vraiment du tout. Et il n'y a personne pour nous faire un stop. Nos parents, on ne va pas aller les voir pour dire, oui, il y a un problème dans le couple. Ben, tu te débrouilles. T'es pas mis dans ce pétrin-là, maintenant tu te débrouilles. Mais on a quand même des couples, des mariages organisés, si ce ne sont pas des mariages arrangés ou encore des mariages forcés qui sont du fait des parents, et vous n'êtes pas sans savoir que ça n'est pas nécessairement la Saint-Valentin tous les jours, notamment pour celles de ces filles. Dans chaque couple, mais c'est ça le problème. Ça dépend ce qu'on veut. On veut être heureux, on veut pas être heureux, on veut que ça dure, on veut pas que ça dure. Parce que je suis désolée, quand on est avec quelqu'un, c'est forcément, même si on est carré, il y a un moment donné, il y a un problème. C'est obligé, c'est comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une situation, un vécu identique entre celle qui a choisi son compagnon et qui, avec l'accord des parents bien évidemment, et celle qu'on a mariée, vous avez 21, 22 ans, on vous marie quand vous avez 14 ans à un monsieur qui a l'âge de votre père, et vous vous dites, elle sera heureuse, il suffit que. Est-ce que vous pensez que ce sont des situations analogues véritablement dans le fond? En fait, moi, ça dépend, tout dépend de la situation. Moi, personnellement, si on me dit, je regarde la situation, est-ce que je peux assumer ça? Non, je ne peux pas assumer. À 14 ans, on n'a que 14 ans, on n'a pas tout à fait un justement, c'est pour ça que d'adulte. Les parents, en fait, ils jouent un rôle, ils ont été enfants comme nous aussi. Donc, si ils admettent que c'est normal,
c'est dommage, quoi. Moi, je suis désolée, quand on a vécu, par exemple, ce même mariage, puisque nos ancêtres, s'ils ont vécu ce mariage-là, j'ai 14 ans, j'ai été mariée, ça s'est mal passé, on ne veut pas commettre la même faute, en fait, normalement. Et pourtant, on se dit, c'est la culture, pour en parler, pour en revenir à la culture, on dit ça a été comme ça, on refait de la même manière. Oui, mais c'est la culture et... C'est pas dit comme ça, hein. C'est pas dit comme ça. Alors, Madame à Bordeaux, et ensuite, nous revenons à vous. Bonjour. Bonjour, Lydie, ainsi qu'à vos 4 invités. Je vous remercie de me permettre encore d'intervenir une fois de plus à votre émission qui, depuis 3-4 jours, je suis régulièrement, si la santé me permet, parce que je suis vraiment en maladie. Vraiment, l'émission depuis le lundi, mardi, aujourd'hui mercredi, ça m'interpellait beaucoup. Pour la réussite dans le mariage, moi je trouve que la vie d'un couple, ou bien, oui, c'est sur 3 critères. La réussite dépend de l'environnement, d'où nous vivons, ce qui se passe autour de nous, et le caractère de l'individu, et qui vient aussi compléter avec l'éducation. L'environnement, pourquoi on va dire la religion? La religion, c'est pour aider à avoir une ligne de conduite dans la vie. Quand on est quelqu'un qui, dans le monde, on ne sait pas se repérer, et la religion nous aide vraiment à se repérer dans cette ligne de conduite. Maintenant, le caractère aussi, parce que tellement que les choses changent, regardez sur le plateau, vous êtes tous des Africaines. Mais est-ce que c'est les mêmes Africaines que dans le temps qu'on revoit, ou bien il y a eu beaucoup de changements? Donc ça change. Et ce changement joue sur notre caractère. Qu'est-ce que ça fait sur notre caractère? Est-ce qu'on est apte à accepter le changement dans le mariage? Or, la religion va nous amener à rester aussi africaine. Donc, il y aura moins de changements parce qu'on va dire qu'avant, c'était Adam et Ève. Dieu a créé Adam et après, il a pris la cote pour créer Ève. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que, si c'est pas c'est pas notre même cote, donc il y aura beaucoup de divorces jusqu'à ce qu'on va trouver la personne adéquate. Donc, je crois qu'il ne faut pas se lancer comme ça dans les aventures en disant c'est mon partenaire, ça y est, coup d'amour, voilà, on va s'essayer. Ou bien on va essayer, vivre pendant des années, puis se marier. Il faut se calmer. Il faut d'abord se regarder autour de soi. Merci, madame. Et ensuite faire le choix. Je voudrais qu'on parle de la polygamie. Je voudrais vous entendre dessus. Quel est votre avis? Alors, la polygamie. La polygamie. Qu'est-ce que je peux dire? Non, moi, je suis contre. Bon, comme toute femme. Hein. Comme toutes les femmes? Est-ce que vous êtes... Non, vous ne pouvez pas dire comme toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont pour. Qui sont pour, mais parce qu'elles sont contraintes. Peut-être elles n'ont pas le choix. D'aucunes vont vous dire, alors ce n'est pas des femmes qui manquent d'autonomie, elles travaillent, elles ont de l'éducation, elles ont fait des hautes études et elles vont épouser un homme qui a déjà d'autres compagnes. Est-ce qu'on peut parler de contraintes à ce moment-là? Moi, je pense qu'elles ne veulent pas vraiment l'engagement. Même pas, je sais pas. C'est pas normal. Qu'est-ce que je peux dire? La polygamie, déjà pour un homme, c'est faire souffrir quelqu'un. Mais les hommes nous disent que les femmes sont heureuses parce qu'elles se répartissent des tâches dans le bon vieux temps. Mais alors aujourd'hui? Aujourd'hui, à quoi ça sert la polygamie? C'est l'homme qui souffre. Hein. C'est vrai. Parce qu'il est obligé de mentir un petit peu partout, de se départager, de... Moi, je crois mais mentir, si elles sont au courant, nous disent ces messieurs, si elles sont au courant et qu'elles ont accepté, nous disent toujours qu'elles sont consentantes, n'est-ce pas? Pourquoi mentir? Mais avoir 2, 3 femmes ou 4 femmes, comment il fait pour gérer? L'homme gère tout ça comment? Quelle hygiène de vie aussi. Comment il fait pour gérer tout ça? Moi, je dis que c'est une souffrance pour l'homme. Pour l'homme aussi? Pour l'homme, j'aimerais bien que les hommes nous appellent pour nous le dire. Alors, polygamie ou pas polygamie? Non, moi je suis d'accord. Non, moi je suis pas d'accord pour la polygamie. Je suis d'accord avec vous. Simplement parce que je pense que c'est pas une bonne hygiène de vie. Vraiment. Est-ce que l'homme, si c'est en Afrique, mais en Europe, c'est difficile. C'est difficile de nos jours. Comment il va s'occuper de lui-même, de sa famille, de sa situation professionnelle? Comment il va pouvoir gérer tout ça? 2 foyers. Déjà, une femme, 2 fois, c'est pas facile à gérer. Il faut chercher à la comprendre tout au long d'une seule vie. Donc, plusieurs femmes, comment il fait? Ayata, la polygamie. Moi, je suis pas pour, je suis pas contre. Ah, il faut choisir son camp, ma chère. Je suis un peu neutre sur ce sujet-là parce que on va dire que moi, c'est par rapport à
les choses soient équitables. Est-ce que les choses peuvent être équitables? Alors, si vous avez un mari qui vous dit, ma chérie, il y aura 2 jolies robes, une pour chacune, les mêmes en plus, il y aura 2 jolis sacs à main, les mêmes en plus, cette équité, est-ce que vous seriez pour ou contre? Est-ce que vous diriez, dans ces conditions, j'accepte la polygamie? Franchement, je ne peux pas dire, parce qu'il y a des raisons qui poussent à ça. Comme vous dites, enfin, il y a des gens, ils aiment la personne, mais ils acceptent. Moi, je vois des couples qui fonctionnent mais vraiment bien, et ils sont à 2, mais même moi, je me dis, mais c'est inconscient, mais ça marche très bien, bah, tant mieux pour eux. Il y en a, ça marche très mal, mais en fait, c'est dans tous les couples, c'est comme ça. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Il y a des gens, ils vont se mettre avec 3 femmes, ils ne peuvent pas assumer les charges de chacune des femmes, mais pourtant, ils se mettent dedans. La question que je vous posais, pardonnez-moi d'insister, est-ce que vous, Hayata, vous serez disposé à dire oui à la polygamie, puisque vous nous avez expliqué que vous vous fondez sur la religion, on sait très bien que l'islam autorise la polygamie, donc vous êtes marié avec ce cher étant fiancé, et arrive un jour où il vous dit, au regard de notre religion qui l'autorise, je vais prendre une 2e, une 3e épouse. Est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que vous dites, là, tout d'un coup, je ne suis plus musulmane? Non, pas du tout. J'exagère à peine, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites oui ou est-ce que vous dites non? Ça dépend, simplement. ça dépend. De quoi ça dépend? Par exemple, si je ne peux pas avoir d'enfants. Si vous pouvez avoir des enfants et qu'il veut en prendre d'autres qui peuvent aussi avoir des enfants, qu'est-ce que vous faites? Je lui demande pourquoi, en fait. Pourquoi? Mais parce que la religion l'autorise, vous dit-il. Non, c'est pas ça qu'il va dire. Justement, quelqu'un qui est vraiment pieux, c'est pas ça qu'il dit. Franchement. Bon, alors nous allons prendre un monsieur, une dame, quelqu'un qui attend depuis un petit moment. Un monsieur. Bonjour, nous sommes bavards sur le plateau. Vous avez la parole. Oui, bonjour Lydie. Je vous appelle pour réagir par rapport au sujet. Donc, moi, c'est Lino, j'appelle de Nantes. Oui. Donc, alors, vous avez soulevé aujourd'hui, à mon avis, un sujet très, très épineux. Et donc, bon, je vais peut-être choquer quelques-uns sur le plateau par ce que je vais dire. Il faut savoir, en fait, que là, actuellement, au XXIe siècle, moi, je crois fermement qu'il n'existe plus de couple au vrai sens du terme. Alors, et c'est très valable ici en Occident, et ça ne saurait tarder en Afrique, c'est juste une question de temps. Alors, la question que je vais poser à vos invités est la suivante. Pourquoi n'acceptions-nous pas définitivement l'union, enfin, le couple comme une union d'intérêt? Voilà. Merci. Merci, monsieur. Réponse à la question, nous vous écoutons. Pour la polygamie ou pour les... Non, le couple. Un lieu d'intérêt, oui, c'est vrai d'un côté, puisque quelque part, la première des... Lorsqu'un homme drague une femme, c'est parce qu'il la trouve au départ mignonne ou par rapport à son intelligence. Donc quelque part, c'est vrai qu'il y a déjà un intérêt par rapport à sa beauté et son intelligence. La deuxième chose, c'est que la femme aussi, de son côté, apprécie l'homme par rapport à ses qualités aussi physiques et aussi intellectuelles, donc quelque part il y a un intérêt. Et de plus en plus, les femmes aujourd'hui veulent voir leur réussite à côté d'un homme qui est réussi aussi d'un côté. Une femme qui a fait des études ou qui a fait des études ou qui a un niveau social beaucoup plus important que l'homme ne va pas accepter d'être avec un homme qui a fait moins d'études qu'elle. C'est vite dit. Oui, c'est vite dit. C'est un cas général, puisqu'on voit même aux États-Unis pour les femmes noires. Vous savez les États-Unis. Vous savez les États-Unis. C'est aussi l'exemple ici, parce que une femme qui est par exemple avec un homme qui a fait des études et qui est aux côtés d'un homme qui a fait très peu d'études, a peur justement d'avoir de la réaction de ses parents, de ses proches. Est-ce que ça n'est pas de ne pas pouvoir avoir une relation paisible avec cet homme qui va à chaque fois prendre ombrage de ce qu'elle me donne un verre d'eau au lieu de 2 parce qu'elle a fait des études plus que moi? Est-ce que ça ne tient pas à cela? Mais moi particulièrement, si je parlais de moi-même, je ne voudrais pas être avec un homme avec qui je vais m'ennuyer. Donc il faut qu'il y ait des sujets de conversation, il faut qu'il ait quand même un conscient intellectuel à un certain niveau, quoi. Mais que diraient-ce des hommes qui épousent des femmes qui n'ont pas une éducation, un niveau d'éducation égal au leur? Ils ne s'ennuient pas, ces hommes-là. À ce moment-là, l'homme peut avoir le devoir aussi de transmettre. L'homme a un besoin de reconnaissance, il a un besoin aussi qu'on l'admire, c'est pas comme la femme, qu'il est beau et qu'il est intelligent, même si c'est pas tout à fait vrai. Donc, oui. Nous allons partir en Angleterre. Nous avons un dernier téléspectateur qui attend depuis fort longtemps. Nous sommes désolés de vous avoir fait attendre. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour Lady et bonjour à vos invités. Oui, je m'appelle Guy Roger et puis j'appelle depuis l'Angleterre. Je voudrais réagir à votre émission, c'est-à-dire le couple et les générations. Je voudrais toutefois dire que je donne raison à la demoiselle, c'est-à-dire la jeune musulmane, du fait qu'on ne peut pas dissocier la vie de couple de la religion. Dans ce sens que toutes les qualités positives qui régissent la vie d'un couple, c'est Dieu qui a mis cette institution de mariage. Et toutes les qualités qui régissent la vie de mariage, c'est Dieu qui les a mises aussi en place. Que ce soit musulman ou chrétien, ces qualités-là doivent être mises en pratique. Et aujourd'hui aussi, on assiste le fait qu'il y a tellement du désordre dans les vies de couple. La génération d'aujourd'hui, c'est une génération NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On prend tout ce qui est, on est inspiré par les exemples que l'on voit ailleurs, que ce soit sur Internet, que ce soit à la télévision. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous voyez un peu les révolutions qu'il y a eu dans les pays arabes. Ça a contaminé tous les autres pays. C'est la même chose aujourd'hui. Les jeunes générations, lorsqu'ils s'imprègnent de ces modèles que l'on voit dans les télévisions, sur Internet, automatiquement, ils mettent aussi en pratique dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours. Et c'est ça qui est la cause aussi des divorces et puis du désordre que l'on voit dans la vie de couple aujourd'hui. Merci monsieur pour votre rapport. Nous allons arriver au terme de cette émission et je voudrais quand même faire un tour de table pour vous entendre à l'issue de ces 90 minutes où on a mis une circonvolution sur le couple, les générations, d'une génération de femmes déjà mariées, ayant eu des enfants et d'autres pas encore mariées, pour vous tout au moins. Est-ce que c'est vraiment le conflit de génération en permanence en fondu ou est-ce que chacun apprend ce que c'est que le couple une fois qu'on a les deux pieds dedans? Moi, je crois que chacun apprend ce que c'est que le couple une fois qu'on a les deux pieds dedans. Pour moi, c'est ça. S'ils ne se connaissent pas avant, ils n'ont pas vécu pendant quelque temps ensemble avant, c'est vrai que tu découvres l'autre personne. Et avant que d'être marié, oui, pensiez-vous comme ces jeunes dames? Non, moi, j'avais pas cette vision. Que pensiez-vous que le couple était? Pour moi, le mariage, c'était faire des concessions, évoluer, surtout évoluer ensemble, projeter, avoir des projets ensemble. Et dans la pratique, ça a été difficile de mettre cela? C'est très difficile, par contre. Quand on rentre dedans, après, maintenant, on se rend compte que, tout le monde n'a pas la même vision. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Exactement. Pour finir, Edwige, moi, je pense qu'il faut, comme a dit il faut d'abord accepter la personne avec qui on est, parce qu'elle n'a pas que des qualités, il y a aussi des défauts à accepter. Il faut savoir pardonner, parce qu'on est humain et on fait des erreurs. Il faut savoir faire des concessions. Je pense que dès lors qu'on est rentré en fait dans le mariage, dans l'institution, il faut savoir pardonner, oui. De toute façon. De toute façon, parce que si on se disait que aujourd'hui, il a fait quelque chose de grave, maintenant c'est bon, je prends la décision, on divorce, on se sépare. En changeant, je ne pense pas que ça pourrait... Ça ne changera pas les choses parce qu'on va changer de mari. Voilà, exactement. Hayata, pour finir. Moi, je pense qu'il faut choisir son partenaire en fonction des principes, en fait, dès le départ. Il ne faut pas attendre de se connaître. On ne sait pas, en fait, à quoi on s'engage. Donc, on demande vraiment qu'est-ce qu'on attend de la personne. Yves? Je pense qu'il faut aussi, comme elle a dit, Hayata, excusez-moi. Oui. Donc, il faut poser des principes dès le départ. Oui. Faire en sorte de faire des concessions. Oui. Savoir pardonner, comme elle a dit Edwige, pour améliorer les choses, parce qu'on vit dans une société hypocrite. Qui peut changer peut-être. Qui peut changer à tout moment. Bon, alors, jusqu'à preuve de contraire, en dépit de tout ce qui s'est dit pendant 90 minutes, le mariage n'est pas l'invention des êtres humains. C'est le bon Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. À demain, si Dieu le veut.